Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir le président d'un parti politique qui s'appelle l'Appel au peuple, un parti politique extrêmement intéressant dont je suis membre depuis quelque temps. Donc bonjour David, est-ce que tu peux te présenter et te présenter toi, ce que tu as fait, d'où tu viens et comment tu es arrivé un petit peu à ce parti et qu'est-ce que c'est que l'Appel au peuple? Donc, bonjour tout le monde, bonjour David. Tout d'abord, je te remercie pour ton invitation. Donc une présentation rapide. Donc je suis David Saforcada, j'ai 53 ans. J'ai un parcours professionnel qui a débuté dans l'armée française au sein des troupes de marine pendant une dizaine d'années, ce qui m'a mené à connaître plusieurs théâtres d'opération et à me forger une certaine opinion du monde et de la nature humaine. J'ai ensuite rejoint le secteur privé dans les domaines de la sécurité et aujourd'hui donc je suis formateur indépendant dans le domaine toujours de la sécurité privée, tout ce qui va concerner vidéoprotection, lutte antiterrorisme, etc. Et donc je suis président de l'Appel au peuple depuis la renaissance du parti en 2021. C'est un parti qui est pas forcément très connu, que j'ai moi découvert par l'intermédiaire, enfin plus ou moins du prince Joachim Murat. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce parti, comment il a été créé, et puis qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, bon, l'appel au peuple version 21e siècle, hein, si je puis dire, a été recréé ou réveillé en 2021 à l'initiative de deux personnes qui malheureusement aujourd'hui nous ont quittés, qui étaient Thierry Chauffat et François Harry et donc moi-même. Mais en fait, l'appel au peuple est un des plus anciens partis politiques de France, hein, ce que l'appel au peuple a été en réalité créé en 1923, donc au sorti de la Première Guerre mondiale, par les bonapartistes autour du prince à l'époque, autour du prince Victor Napoléon. Et ce parti, né en 1923, était lui-même l'héritier du groupe parlementaire bonapartiste qui était présent à l'Assemblée nationale dès la chute du Second Empire, et donc qui a continué jusque 1914, et ensuite la création du parti. Donc c'est un parti politique hein, aujourd'hui qui se réclame ouvertement du bonapartisme, mais non pas de bonapartisme dynastique, hein, comme certains pourraient le penser, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous nous inscrivons totalement dans le combat républicain et encore plus dans le combat républicain de la Ve République, parce que la Ve République est aujourd'hui ce qui se rapproche le plus de l'idéal entre guillemets bonapartiste. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, même si nous étions dynastes ou dynastiques, il n'y a pas de prince Napoléon qui réclame quoi que ce soit. Donc de ce côté-là, donc nous nous inscrivons totalement dans l'image républicaine. Comme a pu déjà l'expliquer Joachim Murat lorsqu'il était passé à cette antenne, il me semble. J'ai effectivement découvert l'appel au peuple via Joachim Murat, qui était passé, si je dis pas de bêtises, sur Je suis pas content, avec Craig Talibian, qui est une chaîne assez YouTube assez importante. D'ailleurs, Craig Talibian il fait des trucs assez sympas. Et Joachim avait expliqué Napoléon III, parce qu'en fait, moi, comme tout petit enfant de la République, pour moi, Napoléon III, c'était un nain qui s'était perdu au Mexique et qui s'était fait battre par les casques à pointe prussiens, et c'était la honte. Et du coup, j'ai écouté ça avec grand intérêt. J'ai après lu le livre de Seguin, et j'ai découvert Napoléon III. Donc en fait, quand tu dis un parti bonapartiste, c'est plutôt sur Napoléon III qu'on se base, ou c'est sur Napoléon Ier, ou c'est un compromis des deux. Quelle est l'essence en fait? Ouais, en fait, on va dire effectivement. Alors moi, si tu vois, je vais te faire un aveu aussi. Moi, je suis entre guillemets napoléonien depuis l'âge de 5 ou 6 ans, et bien entendu, la figure titulaire, celui qu'on adorait, c'était Napoléon Ier et Napoléon III. Effectivement, pour moi, qui avait été au début nourri par Victor Hugo, Napoléon III, c'était quelque chose qui ne pouvait pas exister, on va dire. Et puis en fait, on se rend compte que Victor Hugo
euh, a totalement déformé les choses et je vais rester poli, je m'étendrai pas plus sur Victor Hugo parce que sinon je vais me fâcher avec beaucoup de monde. Ouais, non, on Mais aime Victor Hugo. Petite parenthèse, on aime Victor Hugo, c'est un grand poète, etc. voilà, mais ça reste un grand poète et ça s'arrête là pour moi. Mais bon, voilà. Et après, non, effectivement, lorsqu'on découvre Napoléon III et que l'on découvre tout ce qu'il a amené au niveau technologique, au niveau social, etc. pour la France, on ne peut que aimer Napoléon III. Ensuite, le bonapartisme, alors effectivement, parce que d'autant plus que Napoléon Ier, je vais dire, n'a jamais théorisé le bonapartisme et n'a jamais parlé de bonapartisme. Pour lui, ça n'existait pas. Il régnait et puis voilà. Alors, il y a une tentative avec le mémorial de Sainte-Hélène, mais bon, le mémorial de Sainte-Hélène est à prendre avec des pincettes. Hein. Il est écrit par une personne qui a bien déformé l'histoire et qui a en plus essayé de tirer la couverture à lui. Donc c'est voilà. Mais après, celui qui, on va dire, qui théorise quelque part le début du bonapartisme, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, donc le futur Napoléon III. Et donc effectivement, lorsqu'on se réclame du bonapartisme, on se réclame les défenseurs de l'histoire des deux, mais politiquement parlant, effectivement, c'est Napoléon III qui est l'essence. Et alors, il y a quelque chose qui malheureusement aujourd'hui est déformé parce que comme beaucoup de termes, tout est déformé. Mais on pourrait dire que Napoléon III était un progressiste au sens noble du terme, hein, le progrès social, le progrès économique, le progrès industriel, et donc ça amène à ce que le bonapartisme, même aujourd'hui au XXIe siècle, est aussi quelque part un progressisme dans la mesure où il ne se fige pas dans un conservatisme de bas étage, je serais tenté de dire. Il faut du conservatisme, mais il faut être aussi capable d'aller dans le progrès, qu'il soit sociétaux, technologiques ou autre. On le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, fait tout ce genre de choses. Et donc voilà, et donc effectivement, Napoléon III est vraiment l'image du bonapartisme historique, si je puis dire. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, bon, maintenant, je me suis instruit depuis sur Napoléon III, et en fait, ce qu'il a fait, c'est juste extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est comment la République, la quatrième République, l'a détruit. Je veux dire, parce qu'en fait, historiquement. Moi, je connaissais Napoléon comme toi, premier, l'empereur, celui qu'on admire tous, et puis après, il y avait De Gaulle, quoi. Puis entre les deux, il y avait quelques personnages, quelques trucs, mais... Et en fait, Napoléon III a été complètement effacé, du coup, cancel de l'histoire française, et par les Français eux-mêmes, c'est ça le plus étonnant, alors que quand on étudie maintenant Napoléon III, c'est juste incroyable. Alors, tu as dit quelque chose qui me semble intéressant à énoncer. C'était en fait, il faut du progressisme et tout à la fois un conservatisme, on va dire, sur les valeurs fondamentales de la société. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les valeurs fondamentales du bonapartisme pour ceux qui n'auraient aucune idée? Alors en fait, les valeurs du bonapartisme, les valeurs essentielles, pour moi, elles tournent autour d'une base, si je puis dire, qui est la souveraineté. Mais lorsque je parle de souveraineté, en fait, pour nous, il y a quatre souverainetés. Donc, on va avoir donc la souveraineté nationale, hein, celle qui est souvent mise en avant par le fameux camp souverainiste, on va dire. Donc, c'est la souveraineté nationale, c'est-à-dire une France indépendante qui est capable de dire non et de décider par elle-même de son avenir, etc., etc. Donc, ça, c'est la première, c'est le premier pilier de la souveraineté. Hein. Il y a quatre piliers pour nous dans la souveraineté. On va ensuite avoir la souveraineté populaire. Donc, la souveraineté populaire, c'est pour ça que je disais qu'on se retrouve dans la Constitution de la Ve République. C'est l'élection du chef de l'État au suffrage universel, mais c'est aussi l'emploi et l'application du référendum. Chose qui nous a été confisquée depuis 2005, hein, parce que on a demandé l'avis au peuple, mais vu que le peuple n'a pas donné le bon avis, on ne lui demande plus, on va dire. Donc voilà. Donc c'est la souveraineté populaire, avec quelques points. Par exemple, au moment des Gilets jaunes, il y avait la grande mode du RIC, on va dire. Bon, nous, on l'appelle au peuple le RIC. Au niveau national, on n'est pas forcément pour. Au niveau local, oui, mais au niveau national, non. Le référendum doit rester à l'initiative du chef de l'État. Ensuite, donc, on va avoir la souveraineté économique, dans laquelle on va retrouver la souveraineté agricole, technologique, etc., etc. Et enfin, une quatrième souveraineté, qui est la souveraineté culturelle. La souveraineté culturelle, mais la culture avec un grand C, si j'ose dire, parce que ça va être aussi bien
la fierté française, donc de l'histoire de France. Mais cette culture, c'est aussi notre gastronomie, c'est aussi nos terroirs. Donc voilà. Donc en fait, les valeurs fondamentales du bonapartisme reposent sur la souveraineté avec un grand S et la protection de cette souveraineté. Et ensuite, parce que voilà, vu qu'on est progressiste au sens noble du terme, vont venir se greffer des problématiques sociétales ou autres que l'on va soutenir ou non en fonction de ce que nous pensons intrinsèquement. Ouais. Alors là, je trouve que c'est intéressant peut-être d'insister un petit peu sur ce passage, c'est qu'en fait, moi, tu me contredis, hein, n'hésite pas surtout si je dis des bêtises. Mais pour moi, ce que je comprends aussi, c'est qu'en fait, un système politique bonapartisme, c'est justement un système au-dessus des partis, puisque il y a des gens, on va dire, à tendance un peu très sociale, donc de gauche, et puis il y a des gens à tendance peut-être un peu plus libérale, à tendance plus entrepreneuriale ou privée, et c'est justement ce qu'a réussi en fait à faire Napoléon III, c'est à marier la gauche avec la droite, c'est-à-dire les valeurs, je dirais progressistes de gauche, hein, pour simplifier au maximum les choses, hein, même si on peut discuter de ça pendant des semaines, et les valeurs entrepreneuriales et de développement de la droite. Et Napoléon a réussi à faire ça, et c'est ce qui a mis la France sur les rails, et ce qui a créé aussi l'Empire français plus loin. Je dis pas de bêtises, David? Non, non, mais en fait, ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver. Napoléon Ier disait ni bonnet rouge, ni talon rouge, je suis national. Donc, je ne suis pas ultra-jacobin, je suis pas ultra-royaliste, je suis national, et donc je suis capable de travailler avec les deux, tout du moins dans la mesure où ces deux-là ont un même objectif, c'est-à-dire l'objectif de la France. Napoléon III fera de même. Il aura des ministres, ou même plus tard, on aura au sein de l'appel au peuple des députés. Certains seront, on va dire, marqués par des idées sociales progressistes pour le coup, et d'autres des idées un peu plus conservatrices pour employer les termes de l'époque. Mais on retrouvera exactement la même chose avec le général de Gaulle, où on avait des gaullistes sociaux dits de gauche et des gaullistes plus à droite. Donc quelque part, c'est la même chose. Et alors comme aimait à le dire Thierry Chauffat, mais aussi un historien, donc tu m'excuseras, j'ai un historien de la politique dont j'ai oublié le nom. Il disait qu'en fait le bonapartisme, c'est un centre, mais c'est un centre flamboyant. C'est un centre qui tire vers le haut les meilleures énergies pour la France, et non pas un centre mou à la Bayrou ou à la Morin ou même à la Macron. Macron nous parle du en même temps, mais c'est en même temps mou. La force du bonapartisme et du gaullisme, c'est d'être en même temps, mais en même temps de fierté, de force et qui tire vers le haut et qui amène vers le haut, et non pas qui plombe vers le bas. Ouais. Alors donc, ça c'est un point capital, je pense que tu as mis le doigt dessus là, c'est qu'en fait, on s'est tous fait, enfin, quand je dis on, c'est un peu mon expérience personnelle, mais je pense qu'on est beaucoup à s'être avoir fait par tous les partis politiques, hein. Moi, à un moment, j'ai été à l'UPR, à un moment, je me suis intéressé à Zemmour, donc je pensais que Zemmour allait réunir justement tu sais, dont Onfray à la droite, toi, et bon, il a trahi tout le monde, et en fait, il travaille même plus pour la France, si je veux être méchant. Donc en fait, on se retrouve, Philippot, il est un peu trop complotiste, il part dans des trucs un peu délirants, etc., même s'il essaie de faire des choses. En fait, il y a en France aujourd'hui, il y a un néant politique qui existe, et je pense, et ça c'est ce que j'avais un peu ressenti avec l'appel au peuple, là, donc tu vas me dire si je me trompe un peu, mais que l'idée serait de faire une sorte de coalition de toutes les bonnes volontés, de quelque chose un petit peu au-dessus des partis, pour réunir toutes les bonnes volontés de gauche et de droite, souverainistes, mais au sens large, hein, pas forcément le Frexit à la Asselineau, etc., mais dans un vrai souverainisme, et comme tu dis, avec un centre, parce qu'en réalité, le meilleur jeu politique, c'est être centriste dans l'absolu, mais avec un centrisme viril, si on peut dire. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, alors en fait, effectivement, on ne peut pas aujourd'hui faire abstraction de tous les camps politiques. Mais comme tu dis, aujourd'hui, on est dans un marasme politique qui est édifiant, et qui, d'ailleurs, Henri Guénaud a fait une tribune dans le JD News ce week-end, où il fait la différence entre le chef et le politicien. Et effectivement, aujourd'hui, on a une majorité de politiques ou de politiciens
pour ne pas employer le terme de politicien, comme avait apparemment dit le général de Gaulle, qui en fait ne disent pas la vérité aux Français parce qu'ils ont besoin de garder leur gagne-pain, si j'ose dire. D'accord. Aujourd'hui, on peut promettre tout. Et ensuite, il sera facile de dire, ah, mais attendez, moi je voulais le faire, mais l'Europe m'interdit de le faire, ceci m'interdit de le faire, alors qu'on sait très bien à la base qu'on ne peut pas le faire. Donc déjà, c'est ça, c'est le sens de la politique, c'est de revenir dire la vérité aux Français, c'est de leur parler vrai. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, oui, les clivages, aujourd'hui, alors, nous, à l'appel au peuple, on se fait taper dessus, entre guillemets, parce qu'on refuse l'union des droites. Mais la France, c'est pas que la droite. Et puis, quelle union des droites, comme tu l'as souligné, la droite ultra-libérale et européiste, europhile, de même d'un Éric Zemmour ou d'une Marion Maréchal ou d'un Éric Ciotti. En fait, on est dans une espèce d'entre-soi qui a oublié une chose, c'est encore une fois qui a oublié la souveraineté nationale, la souveraineté populaire. Nous, à l'appel au peuple, et avant l'appel au peuple, donc on avait créé un cercle de réflexion qui s'appelait France Bonapartiste. Et par exemple, en 2002, avec France Bonapartiste, nous avions fait la campagne de Jean-Pierre Chevènement. Ce qui ne nous a pas empêché en 2012, si je dis pas de bêtises, de faire la campagne de Nicolas Dupont-Aignan. Donc, mais on restait dans cet arc souverainiste. Alors, le terme souverainiste, parfois, j'ai même plus envie de l'employer parce qu'il est galvaudé ou il est détourné. Comme tu disais, aujourd'hui, lorsqu'on parle de souverainisme, on pense à qui? On pense à Florian Philippot. Donc, automatiquement, le souverainiste, c'est un complotiste qui pense que la Terre est plate. Voilà. Ou alors c'est Nicolas Dupont-Aignan qui a tellement tourné sa veste qu'il doit plus pouvoir la mettre. Enfin voilà. Donc même le terme souverainiste aujourd'hui, il est compliqué à employer. Donc, mais l'objectif, il est là. Oui, c'est de travailler de ce que nous on appelle de la gauche patriote à la droite sociale quelque part. Et c'est ça ce qui fait qu'aux dernières élections européennes, on a pu retrouver Joachim Murat aux côtés de Georges Kuzmanovic sur une liste Nous le peuple, qui a fait un score qui est tellement petit que voilà, mais au moins on a osé, on ose ces passerelles et on ose sortir de ce folklore dans lequel certains veulent nous enfermer. Donc aujourd'hui, si on veut parler de souverainisme dans les grands médias, voilà, par exemple, on invite Philippot ou Dupont-Aignan, comme ça en plus ça permet de bien maîtriser la chose et puis voilà, et ensuite comme l'union des droites pour moi est un fantasme. Ouais. Non mais en fait c'est sûr, c'est la simplification, simple ou facile de nos médias qui aiment mettre tout dans des cases et formater. Alors que justement le bonapartisme, c'est hors case, comme a été le gaullisme d'ailleurs à son origine. C'est qu'en fait, pour moi, je le redis, c'est au-dessus des partis. Et c'est ce que moi j'ai cru à un moment donné avec Zemmour, par exemple, dans lequel je me suis bien trompé, hein. Asselineau, je l'ai aussi un peu soutenu à un moment donné, au début, il y a très très longtemps, hein, il y a 14 ans. Et après un peu plus, mais si vous voulez, le problème, c'est que ces gens-là, que ça soit Philippot ou Asselineau, qui font un très bon travail par ailleurs, hein, moi je critique pas parce que il faut pas critiquer ceux qui osent faire quelque chose, mais ils sont devenus des caricatures, si tu veux, des caricatures. Zemmour, c'est une caricature, Asselineau, c'est une caricature, et Philippot, c'est une caricature. Je dis pas méchamment, hein, je dis vraiment, c'est un constat, c'est qu'en fait, on les met sur des plateaux pour presque rigoler d'eux quelque part, hein, tous ces idiots, toutes ces belles personnes qui animent nos médias mainstream. En fait, ils sont pas pris au sérieux. Et donc, pour être pris au sérieux, moi, je pense qu'il faut effectivement réunir de la gauche à la droite. Alors maintenant, la véritable question, c'est, David, tout ça, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Comment l'appel au peuple avance? C'est quoi le plan, en fait? Alors le plan, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on décide de se lancer en politique, alors qu'on soit d'accord ou pas, on va dire qu'il y a certains codes, il y a un certain fléchage, si je puis dire, à respecter. Et ce fléchage, soit il est de se trouver un créneau, de s'enfermer dedans, un peu comme Florian Philippot. Pareil, Florian Philippot, au demeurant, est quelqu'un de très intelligent, mais qui depuis le Covid s'est enfermé dans un créneau et il ne peut plus en sortir parce que s'il en sort, il meurt quelque part. Donc c'est soit on s'enferme dans un créneau, quitte à en devenir une caricature ou un repoussoir ou autre,
soit on fait les choses différemment, et c'est-à-dire qu'on s'inscrit réellement dans le combat politique. Et donc s'inscrire dans le combat politique, ce combat, il est de plusieurs sortes. La première sorte, c'est de travailler sur une base programmatique, de travailler sur des choses concrètes et d'être capable de proposer des choses qui sont faisables sérieusement. Et de notre côté, c'est de s'engager réellement dans le combat politique, c'est-à-dire dans le combat électoral, non pas pour pouvoir dire j'ai été candidat et j'ai de la chance, j'ai été élu, mais pour pouvoir réellement servir et surtout prouver que les idées que l'on défend et que les gens qui défendent ces idées sont des gens sérieux et qui sont là. Alors je vais employer des poncifs, mais pour le bien commun. Et c'est pour ça que l'année prochaine, nous avons les élections municipales et l'appel au peuple, partout où ce sera possible, sera présent sur des listes aux élections municipales, parce que le combat politique commence là, il commence au plus près, et le plus près, c'est le combat municipal. Donc c'est là, et ensuite c'est de travailler justement avec d'autres mouvements politiques, avec d'autres cercles de réflexion pour travailler et préparer les autres élections qui doivent à un moment donné amener des gens qui partagent nos idées, mais qui sont pas forcément à l'appel au peuple, mais qui vont travailler sur une base commune pour pouvoir être en position de les présenter à un échelon national. Et pourquoi pas, bon, ensuite, c'est l'ultime étape, celle de l'élection présidentielle, avoir pourquoi pas en 2027 ou 5 ans plus tard, un candidat qui soit réellement porteur des idées que nous défendons. Et quand je dis nous, c'est l'appel au peuple, mais comme tu le soulignais, c'est l'appel au peuple, mais aussi cette droite sociale, oui pardon, et cette gauche patriote qui existe, hein, et qui doivent être capables de se rassembler. Le travail. Et donc aujourd'hui on travaille, alors on travaille beaucoup alors, via les réseaux sociaux, etc. Parce que le concret sur le terrain est un peu plus compliqué. Hein. Les gens ont moins en moins envie de bouger, notamment hors période électorale, mais ce travail de terrain et travail militant, il est là. Mais en ce moment, c'est surtout un travail, entre guillemets, intellectuel pour faire connaître le mouvement, diffuser les idées. D'ailleurs, là, on est en train d'éditer plusieurs fascicules ou plusieurs livrets sur des points particuliers du programme. Le tout dernier est sorti ce week-end concernant l'intelligence artificielle, hein, avec un gros travail de Joachim Murat et d'Elena Euphrasi, qui est une militante de l'appel au peuple. Donc ils ont fait un gros travail sur l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc c'est ce genre de choses pour amener les gens à se rendre compte que c'est du sérieux. L'appel au peuple, c'est pas parti de quelques nostalgiques qui se rassemblent le dimanche avec la main dans le gilet et un bicorne sur la tête. C'est pas du tout ça. C'est du sérieux. On travaille sérieusement. On a des idées et on les porte. Voilà. Oui. On mettra les liens en descriptif, hein, de la vidéo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à aller voir tout ça parce que c'est intéressant. C'est vrai que ouais, il faut enlever cette image. Oui, c'est pas un club de nostalgiques qui s'habille en Napoléon. C'est bien au contraire. Et moi, c'est ce qui m'a plu parce que moi, j'ai fait un peu le tour, hein, de tous les partis politiques. Moi, je me dis pas vraiment de droite, mais effectivement, c'est vraiment une des choses qui m'a intéressé dans ce parti, c'est que ceux qui connaissent un petit peu ce qu'a fait Napoléon III, et même Napoléon d'ailleurs, Bonaparte, c'était vraiment de réunir tous les Français, toutes les bonnes âmes. Et quand j'avais pu interviewer, m'entretenir avec Joachim Murat, je lui avais dit, mais en fait, je pense que pour moi, après tu vas me dire, je pense qu'il faut les Français, c'est assez stupide dans un certain sens, mais c'est comme ça. Les Français veulent une belle figure. Hein, une belle figure pour être porteur. On a coupé la tête à notre roi, mais en fait, on est toujours un peu royaliste. Et je pense qu'il faut une belle figure pour représenter. Et après, je pense qu'il faut surtout ce que moi j'appelle, c'est une coalition de Kuzmanovic à Asselineau ou Philippot même. Hein. Mais le problème, c'est de réunir tout ça. Donc David, la véritable question, c'est euh, pourquoi est-ce que l'appel au peuple arriverait à réunir ou à faire une coalition comment, quels sont les ingrédients qui te pensent jouables par rapport à un autre parti? Quelle est pour toi un peu la botte secrète, s'il y en a une, de l'appel au peuple? Qu'est-ce qui ferait que ça puisse fonctionner chez les Français? Alors d'abord, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Hein. Effectivement, alors la France a coupé la tête d'un roi, bien entendu. Mais la France, historiquement, on peut remonter au plus loin possible, a toujours besoin d'un visage, d'une tête. Et
et quelqu'un qui sait ramener encore une fois une certaine fierté, une certaine aura. Aujourd'hui, ça va être très compliqué vu le niveau scolaire de beaucoup de nos enfants. C'est pas nos enfants qui sont vraiment en faute, c'est le système qui est en faute. Mais si tu demandes le nom des présidents de la République de la troisième, de citer un président de la Troisième République, je pense que ça va être très compliqué. Par contre, tout le monde connaît le général de Gaulle, tout le monde connaît Napoléon III, tout le monde connaît Napoléon Ier, tout le monde connaît François Ier, etc., etc. Les présidents de la Troisième et de la Quatrième République, c'est beaucoup plus compliqué. Et je t'avouerai que même moi, j'aurais du mal à t'en citer. Donc effectivement, la France a besoin d'une tête, et parfois c'est souvent ça. Chirac, par exemple, c'est pas forcément pour ses idées que les Français l'ont élu, c'est parce que c'était Chirac. C'était le gars qui flattait le cul des vaches et qui présentait bien. Emmanuel Macron, c'est entre guillemets le gendre idéal que beaucoup de mamies auraient aimé qu'on vienne leur présenter. Enfin, voilà. Donc oui, il faut une figure. Ensuite, concernant l'appel au peuple, alors, moi je suis bonapartiste depuis toujours, donc il est tout à fait normal que je me retrouve à l'appel au peuple. Donc ça, c'est une chose. Par contre, on n'a jamais monopolisé les choses. Si demain on avait une figure qui soit capable de porter les choses et qui émerge de notre mouvement politique, on le suivra et on le poussera. Mais ce qu'il faut à la France, effectivement, c'est des idées, mais c'est aussi une tête, une personne pour les incarner. Et parce que les Français effectivement, sont très attachés à ça. Il leur faut quelqu'un qui porte, qui parle, qui présente bien, etc., etc. Je serais, alors ça va pas lui faire plaisir, hein, mais tant pis, parce que comme je t'ai dit, moi je parle vrai, j'ai pas de frein par rapport à ça. Nous, comparé aux autres, on a un avantage, et cet avantage, il a une tête et il a un nom, et c'est Joachim Murat. Joachim Murat, partout où il passe, alors Attila, c'est partout où il passe, l'herbe ne repoussait pas avec les uns. Joachim Murat, partout où il passe, il laisse pas les gens indifférents. Et donc, on a cette personne-là qui est capable de porter des idées avec intelligence, sérieux et courage. Et qui, en plus, est capable de faire le consensus parce que tout descendant du roi de Naples et du maréchal de l'Empire qu'il est, contrairement à certains, il n'a pas pris le melon, si je puis dire, tu vois. Voilà. Et donc, c'est ça qui est important. Et il est capable de parler à tout le monde. Qui aurait imaginé qu'un Joachim Murat ferait cause commune, liste commune avec un Georges Kuzmanovic? Pas grand monde. Bon, mais voilà. Donc, on a ça. Et après, on a, encore une fois, alors, certains nous le reprochent. Mais on a aussi quelque chose qui est notre signature. C'est cette intransigeance dans les valeurs à défendre et dans les façons dont on va les porter. Et pour ça, non pas que je me compare au général de Gaulle, loin de là, et ce sera jamais le cas, mais le général de Gaulle à Londres un jour a une discussion avec Schuman, le bon Schuman, hein, pas le mauvais, avec le bon Schuman, hein, et Schuman lui dit mais attendez mon général, vous avez encore envoyé promener Churchill, on peut pas faire comme ça, on pèse rien, on n'est rien, il faut faire du compromis, etc., etc. Et le général de Gaulle lui répond: mon cher Schuman, aujourd'hui nous sommes encore trop modestes pour ne pas être intransigeants. Ce qui veut dire que lorsqu'on est modeste, on ne peut pas transiger sur les idées et sur la ligne à tenir. Lorsqu'on est gros, on peut transiger un tout petit peu. Nous, on transige pas. Voilà. Ce qui fait que on dit les choses et potentiellement on se fait des ennemis, et tant mieux, parce que n'avoir que des amis, on ne sait jamais si c'est des vrais amis, tandis que les ennemis, on sait que c'est des vrais, et au moins on les connaît. Donc voilà. Donc nous, c'est ça, c'est cette volonté, petit 1, et petit 2, c'est qu'on a potentiellement cette personne qui est capable de rassembler. Ouais, là, je suis entièrement d'accord. Il pleut ici, hein, moi, je rappelle, je suis au Cambodge, donc c'est la mousson et ça tombe un peu. Alors, j'espère que ça va pas trop gêner. Alors, c'est ce que je lui avais dit, hein, d'ailleurs, au prince Murat, qui est, je confirme, n'a pas le melon et qui est en plus d'être assez charmant, très intelligent, cultivé. Bon, moi, je lui dis, je pense que c'est le gendre idéal, comment dire, le porte-parole ou le représentant idéal. Parce qu'en fait, les Français, et ça, il faut bien le comprendre, les Français et les Françaises, hein, aiment le beau.
le peuple français est un peuple beaucoup plus raffiné qu'il n'y paraît. Et quand on vit à l'étranger, on le sait, on le comprend très vite. Parce que c'est le savoir, il y a le savoir-vivre à la française, mais il y a aussi toute la délicatesse à la française, comment manger, la nourriture, la façon de se tenir, la façon de parler, la politesse, etc., etc. Donc en fait, je pense qu'effectivement, lui, ça serait tout à fait un, un représentant idéal. Mais je ne sais pas s'il le souhaite, et puis c'est pas si simple à mener non plus. Et puis il y a toujours le risque de se planter, que ça ne fonctionne pas, etc. Donc, mais ouais, ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on peut aussi dire que l'appel au peuple, comme tu parlais de Kuzmanovic, qui lui est de gauche, mais attention, c'est la gauche patriote, la gauche telle qu'elle a été à sa grande époque, et pas du tout une gauche wokiste ou internationaliste ou je ne sais quoi. Euh, pour pouvoir réunir des gens de gauche et des gens de droite, est-ce que tu crois que c'est toujours possible de le faire aujourd'hui, en 2025, en France? Et je précise juste, alors qu'il y a quand même une sorte d'état profond. Alors, l'état profond, ça veut tout et rien dire, mais il y a quand même une force politique, une volonté de cliver de plus en plus les gens. C'est-à-dire, en fait, c'est soit la gauche, soit la droite, et du coup, ça devient l'extrême gauche et ça devient l'extrême droite. Oui, non, tout à fait. C'est très compliqué. Et pour être honnête, on l'a vu au moment des dernières élections européennes, où même parfois, il y avait certaines frictions entre des militants de chez Georges Kuzmanovic et des militants de l'appel au peuple. Bon, et c'était, chez Georges Kuzmanovic, c'était les militants, entre guillemets, les plus à gauche, et à l'appel au peuple, c'était les militants, on va dire, de l'aile droite, qui parfois avaient certaines du mal. Mais même moi, tu vois, enfin, moi, je te dis, même moi, moi qui suis ancien militaire et qui suis de cette génération où, bon, j'ai beaucoup servi outre-mer, mais on nous préparait quand même à combattre l'ennemi. Et l'ennemi, il était à l'est. Il représentait une idéologie de gauche, on va dire. Et donc oui, moi aussi, le premier, je peux avoir du mal. J'ai d'ailleurs une anecdote. Hein. Un soir, on participait à des journées de la souveraineté organisées justement par Georges Kuzmanovic et d'autres mouvements et nous-mêmes à Nîmes. Bon, mais le soir, lorsqu'on est réunis entre nous dans un esprit de camaraderie, bon, certains membres de chez Georges Kuzmanovic ont commencé à entonner l'international. Bon, je peux te dire que mon poil s'est hérissé et que voilà, mais quelque part, oui, on a tous un héritage ou une histoire qui fait que, mais la discussion est possible. La problématique, c'est que bien souvent va arriver un événement qui fait que ça va tout casser. Je te prends un exemple simple. Donc en 2001-2002, Jean-Pierre Chevènement décide de partir aux élections présidentielles et se crée autour de lui ce qui s'était appelé, si je dis pas de bêtises, le pôle républicain. Et dans le pôle républicain, on y retrouvait des gens de droite, des gens de gauche, on y retrouvait France bonapartiste. D'ailleurs, j'ai gardé un vieil article où un journaliste disait à Chevènement, vous vous rendez compte, il y a même des bonapartistes avec vous, et Chevènement avait dit, ben oui, pourquoi pas, hein, voilà. Et donc, ça fonctionnait très bien jusqu'au soir du premier tour où on se retrouve Chirac-Le Pen. Et là, au lieu de garder une attitude neutre de dire, bon, ben, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ben, Jean-Pierre Chevènement rejoint, entre guillemets, le camp du bien. Et donc, appelle à voter Jacques Chirac. Bon. Donc, à un moment donné, une certaine gauche, une certaine droite, même s'ils sont dans notre mouvance, vont se retrouver obligés de trancher. Alors que non, on ne tranche pas. C'est ce que je te disais. On reste sur une ligne, on la garde. Voilà. Donc, ensuite, c'est possible de discuter. La problématique va être jusqu'où et avec qui et comment. Parce qu'après, quand on discute avec les gens, on se rend compte que en fait, beaucoup de notions, ben, en fait, elles sont ni de droite ni de gauche. Tu vois, on parlait du patriotisme. Le patriotisme, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. On est patriote ou on l'est pas. On, le, 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 le progrès social, alors après, le progrès social à lui-même, dans ce qu'il a de plus noble, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. Après, on va partir dans des délires, effectivement, collectivistes, etc., etc. Mais sinon, il y a possibilité de créer un socle commun. Le plus dur, c'est d'y mettre les frontières ultimes.
qui font que si on dépasse ces frontières, ben on bascule, comme tu le disais, soit à l'extrême gauche, soit, enfin, aujourd'hui, ce qui est l'extrême gauche et ce qui est de l'autre côté l'extrême droite, ou alors l'extrême centre. Mais cet extrême centre qui est celui qui est au pouvoir aujourd'hui et qui n'est pas qui n'est pas le bon. Mais l'équilibre est compliqué. Même chez nous, l'équilibre au début, je dis bien au début, a été compliqué à trouver parce que chez nous, on a même si je prends le bureau national de l'appel au peuple, on a sans citer de nom, hein, bien entendu, mais on a quelqu'un qui vient vraiment de la gauche, de chez Chevènement, etc. On a une autre personne qui a grenouillé autour du Rassemblement national. On a des gens qui viennent de chez Dupont-Aignan, enfin d'un peu partout. Et c'est compliqué. Et tu parlais de Zemmour. Nous aussi, on a eu ce débat au début. Ouah, Zemmour, voilà l'étendard. Bon, en fait, étendard de rien du tout. Et parce que il a basculé dans ce libéralisme mondialiste. Donc voilà. Donc effectivement, c'est très compliqué aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que justement, on a construit ce clivage. Ce clivage, il a été construit sciemment pour séparer les gens. Le CNR avait réussi à le faire, le Conseil national de la résistance, et encore, le CNR n'avait pas inclus dans ses rangs le mouvement politique du colonel de Larocque parce qu'il le trouvait trop à droite. Hein, donc voilà, donc effectivement c'est très compliqué. Mais pour ça, il faut avoir une ligne claire, mettre les égos de côté. Et le plus gros problème, il est là. Hein, en fait, c'est le problème des égos. Tout le monde pense que, surtout nos énarques, qui pensent que parce qu'ils ont fait l'ENA, ils maîtrisent tout, alors qu'en fait, ils maîtrisent rien. Non, ça c'est Donc, vraiment un problème très et particulier. là, je reviendrai sur Joachim. Je fais une petite parenthèse encore sur Joachim. Joachim a cette chance, ou oui, on va dire une chance quelque part, c'est d'avoir fait des études, d'accord, donc il a un bagage qui lui permet de, mais à côté de ça, bon, on a un Joachim qui a été cascadeur, on a un Joachim qui a travaillé dans un cirque, on a un Joachim qui a fait alors c'est pas de l'immobilier, ah mince, des travaux de maçon, enfin voilà, il sait ce que c'est que de mettre les mains, donc il y a ces deux, et ça aussi c'est rassembleur, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans sa bulle, mais qui a touché à tout et qui donc est capable de tout comprendre en fait. Bon, il a été militaire aussi. Bref, donc. Non, mais absolument, absolument. Absolument, ça c'est très important, c'est très fédérateur et bien sûr que bien sûr que c'est compliqué de réunir, mais je pense que si on arrive plutôt à tirer les points qui nous réunissent, donc ce que tu évoquais tout à fait au début, c'est-à-dire en fait la souveraineté au sens large du terme et au sens bonapartiste du terme, c'est-à-dire la France a tout pour être forte. La France est un grand pays et une fois de plus, moi qui vis à l'étranger, dans beaucoup au Cambodge, pour pas le citer, quand les gens vont au marché, c'est une anecdote linguistique mais intéressante. Quand les Khmers disent c'est un beau fruit ou une belle chose, ils disent que c'est français. D'accord, ça c'est une carotte française, ça c'est une pomme de terre française. Et si c'est des fruits un peu moins beaux ou des légumes un peu moins bien, ça c'est cambodgien, c'est local, c'est pas à nous. Donc le terme français dénote quelque chose de beau. Et c'est assez intéressant. Et en Chine c'est pareil pour les Chinois, alors moi je connais moins l'Afrique, hein, mais en Asie, d'une manière large, en Asie, la France est toujours considérée comme étant quand c'est français, c'est forcément bon, dans les médicaments, par exemple, dans la médecine. C'est encore tout français ici. Enfin, alors, le Cambodge est un pays francophone, hein, mais bon, francophone un peu moins aujourd'hui, mais il faut se battre pour. Et d'ailleurs, ça aussi, c'était un point très particulier. On pourra le regarder après parce que j'ai les slides. La francophonie, c'est important pour l'appel au peuple. Tu peux nous en parler un petit peu de la francophonie ? Oui, non, mais tout à fait. Aujourd'hui, comme il faut se dire que il faut avoir une vision mondiale, pardon. Il faut avoir une vision mondiale des choses. Et la France a la chance, de par son histoire. Alors après, ça reste de l'histoire avec toujours ses côtés sombres, ses côtés clairs, etc. Bon, mais c'est l'histoire. C'est comme ça. On pourra pas y revenir dessus tant qu'on n'aura pas inventé la machine à remonter dans le temps qui pourrait permettre de changer les choses. C'est comme ça. Maintenant, il faut être capable de s'appuyer. Et donc, la France peut s'appuyer sur La France, en fait, dans le monde, peut s'appuyer sur deux choses. Elle peut s'appuyer sur elle-même, parce que la France est la deuxième puissance marine du monde.
voire potentiellement la première. Hein, si je devais copier certaines choses, la France est aujourd'hui le pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. On peut faire le tour du monde sans jamais quitter la France, hein, que ça soit avec l'espace aérien, etc., etc. Donc voilà. Donc déjà, il y a la France par elle-même. Et ça, c'est une première chose. Donc nous, c'est ce qu'on a développé avec France sur Mer, qui est une chose. Et ensuite, il y a la francophonie. Il y a cette chose qui fait que notre belle langue est parlée, et parfois même mieux parlée qu'en France métropolitaine, sur quasiment tous les continents. J'allais te dire sauf en Amérique du Sud, mais non, bon, on a la Guyane, donc la Guyane c'est la France. Je veux dire, donc même sur le continent sud-américain, le français est présent et la France est appréciée. Mais comme tu le disais, contrairement à ce que veulent nous faire croire certains médias ou certaines personnes, la France dans le monde a encore une belle image, une bonne image. Moi, je me refuse de croire en ce que l'on peut voir, notamment relayé par certains milieux de cette Afrique qui crachent en permanence sur la France, etc. C'est pas vrai. Certains Africains crachent sur la France, effectivement, soit parce qu'ils sont payés pour le faire, soit parce qu'ils sont manipulés justement par d'autres choses. Donc, on a la chance d'avoir la francophonie. Alors, aujourd'hui, les pays les plus porteurs de la francophonie sont effectivement sur le continent africain. Mais c'est pas un problème. Il faut s'appuyer sur eux et ensuite s'appuyer sur les autres pôles de francophonie. Le Cambodge est un pôle de francophonie. Alors je connais pas bien le Cambodge, mais c'est un pôle de francophonie, sur peut-être même un peu plus que le voisin vietnamien où l'anglais a pris C'est le dessus. l'inverse. Ouais, c'est ouais, d'accord. Mais là, je veux dire, aujourd'hui au Vietnam, c'est pareil. Il y a encore des gens qui parlent français, mais c'est l'anglais qui a pris le dessus. Ce qui est, on va dire, quelque part, entre guillemets, normal, vu que l'anglais est la langue des affaires. Le français est la langue de la diplomatie, hein, historiquement parlant, et l'anglais est devenu la langue des affaires. Voilà. Mais la francophonie, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, on travaille sur ce qu'on appelle l'union francophone, hein, qui serait différente de l'OIF. L'OIF, c'est quelque chose de vraiment culturel. Mais tandis que l'union francophone, ce serait ce travail en commun de différentes nations, donc sur le continent africain, avec le Québec ou autre. Et avec Joachim, on a même eu cette idée, alors qui est peut-être utopique ou farfelue, ou certains en penseront ce qu'ils veulent, mais à l'heure d'aujourd'hui où l'Union européenne et surtout l'Allemagne voudraient bien pouvoir partager ou nous prendre notre siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien nous, avec Joachim, nous on rêve et on propose de l'élargir à la francophonie, c'est-à-dire que la France partagerait son siège aux Nations Unies avec la francophonie et permettrait donc aux pays africains de pouvoir s'exprimer entre guillemets librement. Je trouve cela une excellente idée. C'est une excellente idée parce que alors déjà, France-sur-Mer, c'est une évidence, mais je pense que les Français ne réalisent pas cela. Je pense que la plupart des Français n'ont pas connaissance ou conscience du fait qu'on ait eu une des plus grandes au kilomètre de côte au monde. Ça, c'est déjà la première chose. Et d'espace maritime, c'est déjà le premier point. Et on sait que la mer, c'est le futur, hein. Il y a énormément de choses qui restent à être découvertes dans la mer. Et ensuite, de partager notre siège avec la francophonie, ça serait très malin, effectivement, parce que moi, je le dis souvent, euh, bon, pour simplifier, moi, je parle parfois de la troisième voie à la française, qui est pour moi un peu définie dans le bonapartisme. Et tu parlais de Larocque, d'ailleurs, c'est aussi intéressant, c'est qu'en fait, la France n'a jamais été américaine ni russe, la France n'a jamais été fasciste ni communiste. La France a toujours été un peu dans un cadre particulier qui lui est assez propre, mais en même temps, c'est la France qui doit montrer au monde le chemin à tenir. Quand De Gaulle, on parle un peu du Cambodge, quand De Gaulle vient au Cambodge, le discours de Phnom Penh où il prévient les Américains de l'enlisement au Vietnam et du fait qu'il faut arrêter. Les Américains l'écoutent pas parce qu'ils étaient dans une tendance fascisante un petit peu, on va dire. Et donner la parole à la francophonie, c'est très malin parce que ça réaffirme une alliance culturelle et politique, parce que la politique, c'est la langue qu'on parle. Un Américain n'aura jamais la même politique que nous, parce qu'il parle une autre langue. Et la langue est à ce point importante qu'elle transforme le cerveau et les réseaux neuronaux et la logique même.
par les Français, c'est une logique, c'est une façon de voir les choses. Donc tous les pays francophones ont ça en commun. Et donc forcément, tous les pays francophones doivent partager un certain amour de la politique commun. Et donc je trouve que c'est une excellente idée, franchement, une excellente idée, et ça permettrait aussi de réfréner les ardeurs de nos cousins germains, et de ceux qui ont tendance à vouloir tout leur donner, hein, en ce moment. Ça, on est bien d'accord. D'ailleurs, comme tu parlais de... Quelle est un peu l'idée politique sur l'Europe? Qu'est-ce que l'appel au peuple, comment on voit l'Europe avec l'appel au peuple? Est-ce qu'on est pro-européen, anti-européen? Est-ce qu'on veut le Frexit, pas le Frexit? C'est quoi un petit peu la ligne politique sur ce sujet? Bon, déjà, on fait une séparation, si je puis dire, entre l'Europe et l'Union européenne. L'Europe, qu'on le veuille ou non, physiquement parlant, on y est dedans. Donc voilà. Donc déjà, bon, sauf cataclysme, si on pouvait se séparer de l'Allemagne, ce serait pas mal, mais bon, pour l'instant, c'est pas faisable. Non, non. Plus sérieusement, donc, on est obligé de raisonner, de réfléchir en européen, dans la mesure où nos marchés, pas principaux ou non, sont imprimés sur le territoire européen. Notre défense s'articule par rapport à notre position européenne. Donc ça, c'est une chose. La France ne peut pas se séparer d'une vision européenne, mais qui n'est pas une vision européiste type Union européenne telle qu'on l'a aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose. On peut pas dire demain la France c'est la France et l'Europe n'existe plus. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour différentes raisons, même des raisons personnelles ou autres. Moi, je suis français jusqu'au bout des doigts, mais je n'oublie pas que j'ai une partie de mes racines qui sont en Espagne. Donc, quelque part, je suis un Européen, mais au sens noble du terme. Maintenant, si on doit parler de l'Union européenne, effectivement, pour nous, il faut cesser la politique de l'Union européenne. Tu évoquais le terme de Frexit. Je vais te dire oui, mais le Frexit n'est pas la finalité. Le Frexit est un outil qui doit amener à autre chose. Mais maintenant, nous, on est fidèle à ce que l'on est. On s'appelle l'appel au peuple. Donc pour nous, la question européenne ne peut être tranchée que par le peuple. Et c'est de la question européenne que naissent les politiques. C'est ce que je te disais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le politique, il peut tout promettre, mais il sait très bien qu'il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le carcan qui fait que. Maintenant, la chose, elle est simple. C'est soit le peuple français décide que l'on continue dans ce qui est aujourd'hui l'Union européenne, avec les conséquences, il faudra être capable d'en accepter les conséquences. C'est-à-dire perte de plus en plus de souveraineté, problématiques sociétales, problématiques économiques, paupérisation, etc., etc., etc. Et à ce moment-là, il faudra s'orienter vers ce qu'a décidé le peuple, en essayant de sauver le plus possible les meubles. Soit le peuple décide que non, ce qui est le plus important pour tout le monde, c'est de garder la souveraineté, et à ce moment-là, il faudra s'orienter vers une politique différente, qui sera pas une politique d'isolement, mais une politique différente, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne. Et tu me diras, on parle tout le temps de sortie de l'Union européenne, mais potentiellement, c'est peut-être l'Union européenne qui va nous sortir. Possible. Ou l'Allemagne qui sortira en premier, ça. Oui, ou qui sortira en premier parce qu'elle aura compris qu'elle se sera créé son propre champ, c'est-à-dire le retour des bons vieux empires centraux, hein, à la botte de l'Allemagne. Et donc voilà. Donc non. Après voilà, nous avons une vision critique, pour pas dire plus, de l'Union européenne et de sa politique, quelle qu'elle soit, que ce soit la politique migratoire, les traités de commerce internationaux ou autres. Dans notre fort intérieur, on défend cette idée de tout chambouler, de sortir. Seulement, c'est le peuple français qui le décidera. En ayant en main toutes les clés. Hein, d'être capable de lui expliquer que si on reste, ça servira à rien ok, on fait un référendum sur l'immigration, c'est très bien. Le non à l'immigration va gagner. Philippe de Villiers sera content. Seulement, il expliquera 3 mois plus tard que
la Commission européenne, que la Cour européenne des droits de l'homme, etc., ben, ils lui ont dit, ben, t'es gentil, mais tu peux pas. Voilà, et donc il fera pas. Donc il faut être clair sur ça. Mais on ne peut pas continuer. Enfin, si on est attaché un tant soit peu à ce qui fait l'essence de la France, et même ce que tu disais, l'essence de la France à l'étranger, c'est-à-dire une France indépendante et qui est capable d'avoir une ligne que les autres n'ont pas, ça ne peut se construire qu'en dehors de l'Union européenne. Ou alors il y a la dernière solution, mais là c'est totalement utopique et c'est de la provocation. On reprend une carte et on regarde le tracé des frontières de la France de 1810, une carte de l'Europe de 1810, et on regarde la France de l'époque qui part de Hambourg jusqu'à Rome, qui va jusqu'à Barcelone. Pourquoi? Si c'est cette Europe-là, pourquoi pas? Non, c'est de la provocation, bien entendu. C'est de la provocation. David, on va conclure là-dessus, de toute façon, parce que là, on arrive bientôt à 1 heure. Mais tu sais que tu dis ça, mais moi, j'y pense aussi sérieusement. Parce que des fois, on parle d'empire. Alors, je suppose que dans chaque bonapartiste, il y a un rêveur. Mais c'est toujours la question fondamentale, c'est est-ce qu'il n'aurait pas fallu, par exemple, garder l'Empire français ou autre? Est-ce qu'on pourrait pas faire une politique différente et meilleure sous cet angle-là? Pourquoi pas? Moi, j'ai tendance à dire souvent qu'en fait, l'Europe, c'est quoi? L'Europe, c'est la France, l'Allemagne. Alors peut-être pas les Prussiens, hein, on va laisser les Prussiens avec les Baltes, et l'Italie du Nord. Alors j'inclus pas l'Espagne parce que les Espagnols sont trop sauvages. On n'a jamais réussi à les dominer. Et tu vois, en plus, il faut traverser les Pyrénées, il y a les Basques. Alors eux, c'est encore pire. L'Espagne, c'est trop sauvage. Mais s'ils veulent venir, on les accepte. Et si tu fais rien que ça, et l'Italie du Nord, parce que l'Italie du Sud, c'est trop mafieux. On laisse l'Italie du Sud à la Tunisie. Voilà. Ils s'entendent bien. Mais et là, tu crées une Europe extrêmement forte. Hein. C'était l'Europe de Charlemagne, c'est l'Europe qui a fait un peu de Napoléon, etc., etc. Ouais. Mais bon. Mais tu vois, la problématique, en fait, et d'ailleurs, il y a Jean Tullard, donc grand écrivain napoléonien, hein, qui est la sommité du monde napoléonien, justement avait écrit, il a fait une biographie de Joachim Murat, donc le roi de Naples et maréchal d'Empire, et dans lequel, en fait, il compare les idées de Murat et de Napoléon, et il en arrive à une idée que, en fait, le rêve d'empire de Napoléon était quelque chose de fantastique pour la France en elle-même, mais qui, par contre, quelque part, s'est fait contre les peuples. Hein, les Hollandais, les Westphaliens, enfin, etc., etc. Alors que Joachim Murat avait compris qu'en fait, l'empire était faisable, mais s'il était dans le respect des nations. En fait, c'est-à-dire entre guillemets, une confédération européenne avec pourquoi pas Napoléon à la tête de la confédération, mais chaque État aurait gardé sa souveraineté quelque part. Voilà. Mais après, oui, dans tout napoléonien, effectivement. Alors moi, plus maintenant, parce que j'ai dépassé les 50 ans et bon, j'ai gardé une âme d'enfant, mais quand même. Mais combien de fois je me suis extasié, effectivement, devant cette carte de France, entre guillemets. Voilà. Mais les Allemands l'ont compris. Hein. Tu sais, on parlait des Allemands, mais les Allemands l'ont compris. Eux, le rêve des empires centraux, il n'a pas disparu. Et petit à petit, ils mettent la main. Moi, je regarde beaucoup tout ce qui touche à aux questions militaires. Mais très peu de gens savent, par exemple, que les unités parachutistes de l'armée hollandaise sont sous commandement allemand, que des unités de l'armée, alors que je dise pas de bêtises, slovaque, sont sous commandement allemand, en fait. Hein, donc, tu vois, militairement parlant, après bon, industriellement, alors là, c'est même pas la peine, ils ont retrouvé leur base arrière industrielle dans les anciens pays de l'Est, mais je savais pas du tout. Je découvre. Là, je savais pas voilà, du tout. donc on a cette problématique et lorsqu'on me dit mais non, les Allemands d'aujourd'hui ne sont pas les Allemands d'hier. Alors effectivement, la génération de juste l'après-guerre à qui on a expliqué que c'était les méchants avec le nazi, eux, ok, ils ont fait les nouvelles générations. Bah, tu parlais de Prussien, mais le Prussien reste un Prussien. Oui. Non, mais en fait, la différence, si tu me permets, différence,
entre un Français et un Allemand, et notamment lorsqu'on parle de grandeur, et tu l'expliquais tout à l'heure, lorsqu'on parle de grandeur à la française, c'est euh, la gastronomie, c'est la littérature, c'est cette bonhomie qui nous caractérise. Lorsqu'on parle de grandeur de l'Allemagne, ça donne Barbarossa, ça donne Sedan en 40 et ce genre de choses. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'Allemagne, un Prussien et je sais pas moi, un Allemand du Sud, ça n'a rien à voir. Hein. C'est deux mentalités assez différentes. Hein. Et ils ont jamais été. En fait, la particularité de la France, c'est que la Révolution française a quand même créé une nation dans le sang. On est d'accord, mais elle a créé une nation, et un patriotisme assez puissant. En fait, les Allemands, ils sont pas nationalistes, ils sont racialistes. C'est très différent. Mhm. Ils se rattachent à la race, au sang allemand, et à la père patrie. Pas la mère patrie, c'est la père patrie chez eux en allemand. Et c'est très différent. C'est une mentalité assez différente. C'est une mentalité qui est très différente de la France, hein, c'est pour ça qu'il faut se méfier de l'Allemagne. Les Allemands sont toujours capables de se réveiller, et ça fait toujours mal quand ils se réveillent. Et ça, c'est clair. Et ça, il faudra essayer de l'éviter. J'en suis absolument convaincu. Après, je pense qu'on peut conclure, David, si tu le veux bien, pour terminer rapidement, vu qu'on parle de territoire et de sang, sur l'immigration. L'immigration, c'est un sujet qui est très au cœur des Français, sans doute un peu manipulé, sans doute un peu exagéré. Alors, c'est quoi l'appel au peuple? Comment se positionne l'appel au peuple sur les problématiques de l'immigration en France en 2025? Alors, déjà, la problématique, elle est existante et le nier serait encore une fois mentir aux Français et se mentir à soi-même. Il y a un problème d'immigration. Maintenant, lorsqu'on va parler d'immigration, mais aussi de d'autres sujets, il faut être clair. Tu vois, aujourd'hui, il y a un gros sujet qui est le sujet, par exemple, des retraites. Donc, de la retraite par répartition. Mais aujourd'hui, donc, si on veut continuer à avoir une retraite par répartition, il y a trois choses. Il faut qu'il y ait de l'emploi pour pouvoir avoir des cotisants, on va dire. Mais ensuite, c'est natalité versus immigration. Parce que comment on fait pour avoir des cotisants? Donc ça, il faut avoir le courage de le dire. C'est-à-dire qu'immigration zéro, c'est une utopie totale. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionnera jamais. Ça, c'est la première chose. Par contre, il y a effectivement des problématiques d'immigration euh, avec une certaine générosité qui, quelque part, est à mettre au crédit de la France. C'est-à-dire de ne pas laisser mourir dans les rues, et encore, de laisser mourir dans les rues des personnes qui ont décidé de venir chez nous. Maintenant, pourquoi elles ont décidé de venir chez nous? Si c'est un immigré qui a décidé de venir s'installer en France parce qu'il estime que la France, c'est le pays des Lumières et c'est là où il veut faire sa vie et qui veut épouser quelque part la France dans ce qu'elle a de plus beau, on se doit de l'accueillir, on se doit de l'intégrer pour qu'ensuite potentiellement il puisse s'assimiler. Maintenant, si l'immigré il est là pour des raisons économiques, et c'est ce qui se comprend. On a beaucoup chez nous d'expatriés, et tout le monde ne s'expatrie pas parce qu'ils sont tombés amoureux du temple d'Angkor ou du Grand Canyon dans le Colorado. C'est pour des raisons économiques. Donc l'immigration économique, elle doit être limitée. Il faut faire comme certains pays, c'est-à-dire que la présence doit être limitée et le départ doit être effectif lorsque on a atteint la limite. Concernant l'immigration entre guillemets clandestine ou les migrants comme on les appelle aujourd'hui, c'est pareil, il faut avoir une politique ferme, ferme mais humaine aussi. Moi pour moi, il faut combattre totalement cette immigration illégale. Mais par contre, il est inadmissible que dans un pays comme la France, on retrouve ces gens sous les ponts de Paris euh, dans une insécurité totale, qu'elle soit aussi bien physique, on va dire, de la vraie sécurité, qu'elle soit médicale ou autre. Donc il faut avoir une politique ferme mais humaine par rapport à ça. Par contre, il faut arrêter de dire immigration zéro ou aussi de mentir aux Français. Je reprendrai l'exemple de Éric Zemmour. Au moment de la campagne des présidentielles, il est invité à une réunion. Alors c'est pas du Medef,
mais ce sont des chefs d'entreprise français. Et un chef d'entreprise lui pose la question, il lui dit, mais monsieur Zemmour, vous êtes contre l'immigration, mais donc du coup, qui fera le travail que les Français ne veulent pas faire? Parce que bon, il y a cette fameuse légende du travail que les Français ne veulent pas faire, qui n'est pas forcément une légende, mais bon, bref. Et là, Éric Zemmour répond, mais vous inquiétez pas, vous aurez toujours des Roumains et des Ukrainiens pour faire le sale boulot. Donc en fait, c'est pas qu'il est anti-immigration. Comme tu disais, il est racialiste, on va dire, tu vois, voilà. Donc l'immigration, C'est une il faut le prendre. immigration, chez lui, c'est une immigration très ciblée, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Lui, Mais donc l'immigration, elle est, je vais pas dire qu'elle est souhaitable, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle des fameux métiers en tension. Effectivement, il faut être capable de cibler les secteurs d'activité sur lesquels on manque, entre guillemets, de bras ou de tête, et être capable d'accepter des gens. Mais les gens que l'on accepte, il faut être capable de les choisir. Et ce choix, il se fait sur les territoires de départ, déjà. Voilà. Et ensuite, concernant donc les migrants, il faut une politique migratoire ou anti-migratoire, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, qui soit beaucoup plus ferme. Ce qui veut dire, on en revient à une chose, c'est les accords de Schengen. Ce sont tous les accords de ce style-là. Mais maintenant, il y a aussi une chose qu'il faut rappeler. Et c'est là aussi nos politiques parfois mentent en disant on va tous les renvoyer chez eux. Non, oui. Mais la problématique, c'est que pour les renvoyer chez eux, il faut que le chez eux soit d'accord pour les accepter. Et ça ne passe que par une diplomatie forte, chose que l'on n'a pas aujourd'hui. Oui, oui, David. Je pense qu'on va conclure là-dessus, si ça te convient. En réalité, en fait, tu l'as dit toi-même juste à l'instant, c'est qu'en fait, c'est la diplomatie et une diplomatie forte. Et c'est ce que n'a plus du tout la France. Ça, je le confirme, vu de l'étranger, etc. La France doit renouer avec une diplomatie forte. Et la France doit, s'il faut se fâcher avec l'Algérie, bah, fâchons-nous avec l'Algérie. Par exemple, je donne un cas concret. Mais pour moi, il faut surtout chasser les Russes d'Algérie et que les Français reprennent un discours avec l'Algérie, le Maroc, ça va, la Tunisie, etc. Mais l'immigration, j'ai fait une vidéo sur ce sujet en parlant de Zemmour. C'est en fait, il n'y a pas de grand remplissement. C'est pas un grand, pardon, excuse-moi, c'est pas un grand remplacement, c'est un grand remplissement. Et tu l'as dit, de fait, si les Français ne font plus d'enfants, à un moment donné, il y aura un problème de manque de main-d'œuvre et de population et de cotisants. Donc là, il faut être clair avec nous-mêmes. On peut pas avoir la crémière, l'argent du beurre et la charrette en même temps. On peut pas tout avoir. Donc là, il faut être clair. Et pour en revenir on peut pas renvoyer les gens chez eux. Ça n'existe pas. Je crois, il y a quel pays qui proposait $50 000 pour. Ça n'existe pas. D'abord parce que les gens sont bien en France en général. Malgré tout, même s'ils ont des conditions de vie, c'est 100 fois mieux que chez eux. Donc de toute manière, voilà. Donc effectivement. Mais pour résumer, je dirais que l'appel au peuple, c'est un bonapartisme qui réunit les bonnes volontés de gauche et de droite, donc un supercentrisme viril. C'est une main de fer dans un gant de velours, et c'est de la fermeté. C'est de la fermeté intelligente et ouverte, je dirais. Est-ce que je vais te laisser le mot de la fin, la conclusion. Je rappelle qu'on mettra tous les liens en descriptif pour ceux qui sont intéressés. David, je te laisse le mot de la fin. Bon, alors, le mot de la fin, il va peut-être surprendre ou pas, mais moi, je suis tenté de dire aux Français, engagez-vous. Que ça soit au sein de l'appel au peuple, et c'est ce que j'espère le plus, mais ou que ça soit ailleurs, mais engagez-vous. Arrêtez d'être spectateur de votre vie et de votre avenir. Engagez-vous pour des idées, engagez-vous pour la France, et parce que c'est ensemble que tout se construit. L'histoire reste l'histoire. On n'a pas de prise sur elle. Par contre, on a une prise sur notre présent et surtout sur notre futur. Donc c'est pour ça. Engagez-vous, engageons-nous, engagez-vous pour la France. Travailler à la fierté française, hein, cette France qui rayonne sur le monde et qui est capable de porter notre voix. Donc voilà. Encore une fois, croyez et osez. Croire et oser, c'est quelque chose que je m'applique tous les jours. Et donc voilà. Croyez et osez en ce que vous êtes et en ce que vous voulez faire.
Écoute, merci beaucoup, David. Je mettrai tous les liens en descriptif de la vidéo et je te dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.